Bonjour tout le monde, merci d'être là. Quelques-uns d'entre vous me connaissent, beaucoup d'années, déjà longtemps, mais je veux m'introduire pour les autres. Je suis génétiste et pédiatre clinique. Maintenant, je travaille en Italie, en Catanie. J'ai été professeur en génétique à l'université de Catania, mais maintenant je suis en retraite. J'ai travaillé beaucoup à Catania comme étudiant et puis j'ai continué à travailler là en clinique et en génétique, cytogénétique. Et puis, je suis devenue professeur de l'université et directeur d'une école en génétique médicale. J'ai commencé le Hub Center donc un centre pour des maladies rares à Catania. Ça, c'est une liste des étudiants qui ont aidé la recherche pour 11Q. Ils ont fait des thèses sur Jacobson. J'ai une formation en génétique clinicale et cytogénétique à New York, à Cardiff, l'hôpital universitaire et un hôpital à Birmingham. Mon expérience personnelle avec des enfants qui sont atteints de 11Q, il y a eu une fille que j'ai vue à sa naissance, le 28 décembre 1993. Puis j'ai vu plus de 200 enfants atteints de 11Q. C'est des enfants que j'ai visités personnellement. Et j'ai plus de 2000 questionnaires qui ont été imprimés. Vous pouvez, si vous voulez, compléter un questionnaire pour votre enfant. Il y a plus de 40 patients qui ont été suivis pendant 32 ans. Le but de mes études, c'est de collectionner de l'info en ce qui concerne des patients atteints par le 11Q, d'avoir plus d'infos sur les affections génomiques. Et je veux offrir du soutien aux familles. Comment je fais ça? Je veux avoir une diagnose complète clinicale. Et ça, je fais à travers une évaluation clinique et un questionnaire. Puis, il y aura une suite clinique. Il faut voir ce qui se passe après. Et puis, il faut une diagnose génétique complète et des tests génétiques. Ces tests sont de plus en plus avancés. J'ai créé une base de données cliniques
de patients qui avaient des déséquilibres similaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fallait s'attendre pendant la vie d'un patient et s'il y avait des choses inhabituelles et s'il y avait une chose inhabituelle, pourquoi. En ce qui concerne la génétique, j'ai voulu avoir l'identification correcte des points de cassure et trouver les facteurs qui prédisposent pour les cassures. Et ça a été mon travail. Donc je vais aussi essayer à soutenir les familles pour leur donner de l'info de l'histoire de l'affection, qu'est-ce qui sont les problèmes qui sont à attendre et qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire avec et aussi de l'info s'il y a un risque de récurrence. Pour commencer, c'est quoi Jacobson? Au point de vue génétique, c'est une délétion partielle des chromosomes. De façon clinique, c'est un syndrome qui affecte tout le corps. Pour avoir une diagnose complète, si on fait faire un karyotype traditionnel, ça détecte seulement des grands points de cassure. La technique prochaine, c'était l'hybridation fluorescente, où on voit un peu plus. Là, on voit un point qui manque en rouge. Donc, un chromosome a seulement le jaune, l'autre a le jaune et le rouge. Donc, avec l'hybridisation fluorescente, on voit plus, mais c'est encore un peu, c'est pas suffisamment clair s'il y a des petits déséquilibres, on ne les voit pas. Et si je vous demande où est le point de cassure et on le définit, il reste encore une grande partie. Donc, il y a des patients qui ont des points de cassure au début et puis un peu plus loin. Et il y a beaucoup de gènes qui sont concernés avec un point de cassure ou l'autre. Donc, il faut tester très précisément. Donc, pour avoir le diagnostic complet, il faut un array. Là, on le voit. Là, on voit de façon très précise où il y a le point de cassure. De cette façon, on peut identifier des karyotypes complexes. Si on fait comme ça, on peut aussi voir d'où vient le chromosome, de la délétion du chromosome. Si vous ne comprenez pas, indiquez, je peux expliquer. Donc, si on utilise un array, le point de cassure est très précis.
Mais un array ne peut pas identifier des anomalies équilibrées parce que ça identifie seulement plus ou moins. Un array peut aussi identifier un VUS. Donc un VUS, c'est quelque chose, c'est une anomalie qui n'a pas nécessairement un effet clinique. Il faut toujours voir si un des parents a un VUS aussi. Sinon, ça peut signifier rien. Ceci est important quand il y a un dépistage néonatal. Seulement un test, si on fait faire seulement un test, on n'a que des résultats incomplets ou pas justes, pas corrects. Donc s'il y a un karyotype, le point de cassure est très cru. Il peut y avoir une fausse diagnose. Si on fait un arrêt, il manque des anomalies équilibrées. Pour avoir une diagnose complète, il faut avoir une analyse chromosome et un SNP array. En bas, les deux en bas, Next Generation Sequencing, c'est faire une séquence de gènes. Il faut faire ça quand il y a quelque chose d'inhabituel. Parce que là, on analyse aussi les séquences des gènes sur l'autre chromosome 11. Donc le chromosome 11, le chromosome normal, dans le cas d'un chromosome cassé, l'autre chromosome va compenser. Je vais vous expliquer de façon plus claire. OGM, c'est une technique nouvelle. Ça aide à identifier plus de problèmes dans les chromosomes. C'est une technique nouvelle. Ça se fait seulement en recherche, dans les centres de recherche. Si nécessaire, on peut le faire. Avec chaque résultat, il faut une évaluation critique du phénotype et une mise à jour technique. En plus, il y a le mosaïque. Ça veut dire qu'il y a un mélange de cellules. Il y a des cellules qui sont normales et il y a des cellules avec des délétions. S'il y a une analyse sanguine des cellules d'un type de tissu, on ne sait pas si un patient a une mosaïque. Parce que ce n'est que très peu de cellules qu'on analyse dans ce cas. C'est possible qu'il n'y a pas de cellules des gènes anormaux dans le
Donc avec un dépistage prénatal, si on vous dit que le mosaïque est 80%, ça ne veut pas dire exactement le nombre. Comment ça se met en place le mosaïque? Alors, l'œuf et le zygote vont ensemble. S'il y a une délétion au début, toutes les cellules qui vont venir de cette cellule spécifique auront la délétion aussi, tandis que les autres cellules vont se reproduire de façon normale. Dans ce cas, le bébé a un mosaïque. Si ça se passe très tôt, le mosaïque va être très fort. Si ça se produit plus tard, dans l'évolution de l'embryon, l'enfant va avoir moins de cellules anormales. Un mosaïque, ça se trouve régulièrement aussi en nous. Donc le phénotype dans quelqu'un avec un mosaïque, ça peut être Jacobson, léger, sous forme léger. L'enfant peut avoir l'aspect normal. Et parce qu'on n'analyse qu'un échantillon, le karyotype peut sembler normal. Avec un karyotype, le pourcentage détecté n'est pas... on ne peut pas se fier dessus. Là, il y a une dame. Elle n'a pas Jacobson. Elle n'est pas Jacobson. Mais elle a eu 2 enfants qui sont pas mosaïques. Son mosaïque était très léger. Elle avait une intelligence normale. On va revenir sur ce que c'est le syndrome de Jacobson. C'est une affection de chromosomes. C'est un syndrome de gènes contigus. C'est un syndrome qui est dû à un déséquilibre chromosomal sur une certaine région du chromosome. Donc, ce n'est pas une affection génétique. Une affection génétique, alors, chaque parent donne un chromosome de tout à l'enfant. Tous les chromosomes, il y a un du père et un de la mère. Donc, s'il y a une affection récessive, c'est que les 2 copies du gène anormal ou 2 copies du gène manquent ou une copie est anormale et l'autre manque. S'il y a une affection dominante, ça veut dire qu'une exemplaire affectée, ça suffit. Mais il faut que le gène est anormal dans certains cas. Dans d'autres cas, il y a un gène qu'il y a en plus. Dans d'autres cas, le gène manque. Donc, si on a une affection dominante,
Donc, il n'y a pas une infection dominante quand il y a quelque chose de mauvais dans un gène, mais surtout sous certaines conditions, mais seulement dans certaines conditions. J'explique ça à mes étudiants comme ça. Si vous faites du pasta, si vous mettez de la sauce tomate, il ne faut pas mettre trop de sauce tomate. Il y a des gènes qui se comportent comme des pâtes, et il y a des gènes qui se comportent comme de la sauce tomate dans les pâtes, sur les pâtes. Donc, le syndrome de Jacobson n'est pas une affection d'un seul gène, et ce n'est pas une collection d'affections qui sont liées à un gène unique. Donc, s'il y a un exemplaire qui manque dans le 11q, et si on me demande combien de gènes manquent, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de gènes qui ne seront pas là. Dans cette région, il y a 346 gènes. Là, il y en a quelques-uns. Le seul qu'on voit toujours, c'est celui-là. C'est une affection de saignement. Si on regarde plus loin, il y a des affections. Il peut aussi y avoir une affection d'articule qui ne veut pas bouger. Le professeur n'a jamais vu un enfant affecté par ça. Mais si un porteur de cette affection je ne peux pas suivre ça. Pardon. Donc, en tout cas, cette affection apparemment est très rare. Il y a des conditions très spéciales pour que ça se produise. La seule chose qui est toujours là, c'est l'affection du saignement. Donc, c'est aussi important comment les gènes se comportent dans la partie du chromosome qui n'a pas une délétion. Le syndrome de Jacobson est un syndrome où il y a un fragment d'un chromosome qui manque ou qu'il y a en plus, et qu'il y a un nombre de gènes avoisinants qui sont là. Donc, si ce qu'on voit, c'est qu'il y a des traits qui sont anormaux, il y a une défaillance intellectuelle, les traits physiques, un développement anormal du physique et des malformations dans les organes. Mais ce n'est pas l'effet d'un gène unique. Donc, il y a de la consistance, mais aussi des variations. Donc, ce qu'on voit toujours, c'est les choses dans le jaune
Donc, chaque colonne, c'est un patient. Il y a les délétions larges et les délétions petites. Quand on a regardé les premières arrays, on a cru qu'il y avait des patients qui avaient le même point de cassure, mais quand on a fait des recherches plus précises, on a vu que tous étaient différents. Là, il y a... Ça, c'est un patient avec une délétion large et sa mère avait une site fragile, donc une partie du chromosome qui était fragile. Une mère avec une site fragile a eu 3 enfants et ils étaient tous les 3 différentes. Quand il y a un site fragile, un endroit fragile, il y aura une cassure du chromosome et le chromosome va perdre des parties. Donc, l'organisme essaie à réparer la cassure. Ça peut se produire tôt ou tard. Résultant de ça, c'est que le point de cassure est dans des endroits différents. Des facteurs qui prédisposent, c'est des endroits fragiles et des variantes qui parfois, des chromosomes essayent de se réparer et il n'y aura pas de mosaïque. Alors, il y a des délétions larges et des délétions petites. Si on regarde les points bleus, le premier, c'est une délétion interstitielle. Le patient a le syndrome de Jacobson, donc cette délétion n'est pas importante pour Jacobson. Puis, il y a le deuxième, c'est un patient avec une délétion très petite, mais qui a Jacobson, beaucoup de signes de Jacobson. Et puis le dernier, il y a une délétion terminale. Ce patient n'a pas le syndrome de Jacobson. Donc cette partie n'est pas importante pour Jacobson, mais la région en jaune est importante pour le syndrome de Jacobson. Si la délétion est ailleurs, le phénotype sera différent. Mais si c'est plus large et il y a le syndrome de Jacobson, il y aura plus de symptômes. Si la délétion est plus petite, il y aura moins de symptômes. Donc, la délétion peut être interstitielle ou terminale. Il y a une grande variation clinique dans les patients. Là, on voit des exemples. À gauche, il y a une délétion large et à droite, il y a la délétion petite. Donc, cette petite patiente, c'est la fille de la mère porteuse d'un endroit fragile. Elle a les mêmes
que cette patiente-là, dont la délétion est beaucoup plus petite. Et ce patient a la même délétion que la première, mais quand on le regarde, il semble être normal. Et ça, c'est un patient avec la délétion la plus petite, mais on voit sur le visage est asymétrique, on voit très bien qu'il a le syndrome de Jacobson. En bas, il y a 2 patients avec le même point de cassure, mais leur tête est très différente. Donc le phénotype est plus sévère quand il y a une délétion large et moins sévère quand il y a une délétion petite. Mais il y a quand même une grande variation de symptômes. Pourquoi? Alors, ça dépend de la région où il y a la cassure, l'ampleur de la délétion, les gènes qui sont affectés, s'il y a une condition de mosaïque ou pas, s'il y a une délétion large dans un patient qui semble être normal, même il y a aussi une variation quand il y a déjà un déséquilibre additionnel ou des effets de position. S'il y a un gène qui peut être influencé, qui est placé dans une position si c'est dans une autre position, ça peut avoir une variation aussi. Donc, avec une translocation équilibrée, sans perte, il peut y avoir un effet ou pas. Il y a aussi la partie génétique. Et il y a aussi l'épigénétique. Ça, c'est des choses comme la kinésithérapie. Là, c'est en dehors de la génétique. Donc, on peut modifier les effets de la génétique en traitant d'une autre façon. Donc, il y a des choses qui sont les mêmes, mais aussi une variation. Donc, on peut regarder ce qu'il y a, c'est quoi l'aspect de la chromosome qui n'est sans délétion. On peut faire du NGS, mais il faut seulement le faire quand il y a une indication pour le faire. Si on veut trouver une variante qui cause une affectation, il faut chercher de façon très précise. Donc, Jacobson, ce n'est pas une collection d'affections
qui sont liés à un gène particulier et les deux parents contribuent au phénotype. Dans les familles, Jacobson est rare. Mais quand il y a un cas de Jacobson dans une famille, il serait judicieux de faire un dépistage prénatal. Il faut que la famille fait son choix. Dans la famille, le risque peut être réduit. On parle de novo quand les deux parents ont des karyotypes normaux. Il y a un risque. Le risque est grand quand deux parents à Jacobson et un parent est porteur d'une translocation équilibrée. Donc même si les deux parents ont des karyotypes normaux, j'offrais quand même un dépistage prénatal. Le risque de récurrence. Il y a une famille, les deux parents sont normaux, mais l'enfant est affecté. Donc, dans ce cas, le risque est petit. Cette famille, il y a des parents normaux avec un enfant affecté. Et cet enfant affecté a des enfants normaux aussi. Mais si la même famille, quand il y a des fausses couches dans la famille ou un décès avec des malformations, dans cette famille, il y aura un risque. Et dans cette famille, il y a deux membres affectés, un fils et la sœur de la mère. On est sûr que la mère est une mosaïque ou un endroit fragile ou est porteuse. Là, c'est le côté du père. Si son frère est affecté, lui, le père doit avoir quelque chose aussi. S'il y a deux enfants dans une famille sont affectés, un des parents doit avoir une prédisposition à Jacobson. Donc, dans une famille où il y a deux enfants qui ont Jacobson, il y a un parent qui est porteur d'un remaniement balancé ou est un mosaïque ou un endroit fragile. Et dans ce cas, il faut alerter d'autres membres de la famille parce qu'il y aura un risque de récurrence. Si le père est porteur d'une translocation équilibrée, ça veut dire que le père a une fécondité réduite. Les spermes sont moins actifs ou il y en a moins. Si la mère est porteuse,
elle n'a qu'une ovule chaque mois qui peut être normal ou anormal. Ça peut amener à des fausses couches. Donc si la mère est porteuse, il y aura un plus grand risque de fausses couches. Dépistage néonatal, je trouve qu'il faut faire ça quand il y a un parent qui est affecté. On peut utiliser l'hybridation. Il faut faire une analyse des chromosomes en utilisant l'hybridisation fluorescente. Là, on peut voir des translocations équilibrées s'ils sont là. L'arrêt va être normal. Si les deux parents ont des carotypes normaux, il faut tester pour être sûr s'il y a du mosaïque ou pas, ou des tests moléculaires pour identifier s'il y a des endroits fragiles. Il est aussi utile à savoir quel parent a les chromosomes, la délétion du chromosome. Les résultats doivent être évalués. Pourquoi? Parce que quand il y a une diagnose précise, on peut aider le patient de la façon la plus appropriée. Il faut avoir une mise à jour du diagnose, plus de détails. Si on analyse les parents, ça permet d'identifier des éléments qui prédisposent à la récurrence. Donc, quand on a Jacobson, la grossesse, quand il y a une grossesse, dans 2/3 des cas, il n'y a pas de problème. Dans 1/3 des cas, il y a des fausses couches ou des douleurs avant le terme, à la fin de la terme. La placenta va être anormale. Et s'il y a des scans, si le résultat est anormal, il y aura une malformation du cœur ou des reins. Si on veut faire un dépistage prénatal, on utilise un test non invasif. Il faut une amniosynthèse ou une CVS et un RE. Si le bébé sera petit, avec un visage avec des traits un peu anormaux, une malformation du cœur, un saignement, des sténoses du pylore, des problèmes de la nourriture. Il faut avoir une suite. Il faut faire évaluer par un génétiste clinique ou un médecin, un pédiatre.
les neurologues, cardiologues, hématologues, parce que toutes les parties du corps peuvent être affectées. Le pédiatre va trouver un développement physique réduit, des malformations du cœur, du rein génital. Il y aura des problèmes de déglutition, pour déglutiner. Plaquettes, moins de plaquettes, anémie, taux de cellules B et T réduit, hémoglobulin aussi, malformation du cœur, problème avec l'aorte. Un neurologue va trouver des retards dans le développement, des problèmes mentaux, autisme, malformation du cerveau et de l'épilepsie. Il y a aussi une possibilité de psychose quand l'enfant va grandir. C'est possible. Encore des résultats cliniques, un endocrinologue, un ophtalmo, tous les spécialistes doivent rechercher pour s'il y a ces déformations. Et puis on peut faire un scan du cœur et un IRM du cerveau. Parfois il y a une duplication de reins. On voit seulement ça quand on fait un scan. Il peut y avoir des infections qu'on ne voit pas jusqu'au point que le rein sera détruit. Donc, il faut faire ça au moins une fois dans la vie. Après, on peut décider si on veut en avoir plus. Il faut avoir des tests du sang. Et puis, on peut faire rechercher selon les besoins du patient ce qu'il faut examiner. Donc des IRM du cerveau si nécessaire et d'autres tests chaque an, des dépistages sanguins. Alors, le développement physique d'un patient de Jacobson. La plupart des enfants qui sont affectés de Jacobson sont petits. Là, on voit. Et il n'y en a que très peu qui ont une croissance normale. S'ils sont très petites, il faut étudier l'hormone de croissance. Si on recherche des dates, de tout le monde ici, si le nombre est suffisamment
Et si un groupe est homogène, on a cet dessin-là. Donc il y aura il y aura quelques gens qui sont petits, il y en aura qui sont plus grands. Ça sera un peu comme ce dessin. Si on voit ça, ça veut dire qu'il y a deux groupes. Si on fait un groupe d'adultes et un groupe d'enfants, il y aura deux dessins différents. Dans les enfants qui sont atteints par Jacobson, ils ont une tête assez grande. Ah, ok. La tête est grande en proportion de leur longueur. Là, il y a 3 crêtes, donc il y a 3 groupes, donc 3 types de Jacobson. Là, il faut des IRM pour les enfants qui ont de très grandes têtes et les gens qui ont des têtes très petites. J'ai trouvé que quand quelqu'un est atteint par Jacobson de façon générale, il y aura de l'épilepsie au colombo de l'œil. S'il y a des infections des poumons et il y a des verrues, il peut y avoir des affections sérieuses de l'immunité. Si la tête est très petite ou très large, il peut y avoir une malformation du cerveau. Je vais finir. Quand la tête est donc chez Jacobson, la tête ferme un peu prématurée. Donc souvent il y a il faut opérer pour faire de sorte que le cerveau peut grandir, peut se développer. Donc le neurologue va contrôler si c'est nécessaire d'opérer ou pas. S'il y a une ptose, il faut être opéré aussi. Parce qu'il risque de perdre la vision dans cet œil. Si c'est dans les 2 yeux, l'enfant aura du problème pour marcher parce qu'il ne voit rien. C'est pas très grave cette opération. En tout cas, 90% des enfants atteints de Jacobson ont des opérations du cœur, des yeux.
dans un quart des cas, il peut y avoir des complications, des hémorragies, mais ça, on peut être préparé avant. L'anesthésie, parce que la gorge est petite, il faut avoir une tube très petit. Il y a le risque que le cœur s'arrête ou que la respiration s'arrête. Il y aura le risque d'une pneumonie. Normalement, les résultats sont bien. Il peut y avoir des ptosis récurrents et il peut y avoir des cicatrices un peu anormales. Et pour finir, les pathologies mortelles, une malformation congénitale du cœur, des anomalies du cœur, des platelettes anormales ou en petite quantité, ce qui cause des hémorragies. Là, je vais vous montrer ma vue de ma maison. C'est merveilleux. J'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Right at the start, you mentioned RMI. Sorry, I might use the Italian. Ah, IRM. IRM, c'était IRM. C'était c'était en italien, ça. Die mozaïektechniek, dat te ontdekken, dat is iets nieuws. To discover mosaic technology. Die mozaïektechniek, dat is iets To nieuws. discover mosaic technology. Is the mosaic technology new? En wij No, it's not new. It's not new. The thing is that you have to count, if you analyze chromosome, you must count many women. Si on analyse des chromosomes, il y en a beaucoup. Donc le test mosaïque n'est pas neuf. Donc moi j'ai compté 200 cellules. En ce qui concerne la mère avec 3 enfants avec un mosaïque, il y aura beaucoup de cellules. Parfois c'est facile. Si on va à un labo, ils vont compter 100 cellules dans des labos, dans des bons labos. Il y a des façons pour savoir s'il y a un mosaïque de façon indirecte. Parce qu'il y a des cas où il y avait un parent, généralement c'est la mère. Elle n'a pas 2 chromosomes 11, mais seulement un. Et l'autre est une copie du même chromosome. Ça, on voit seulement avec un array SMP. Donc, elle a perdu une partie qui a été copiée. Ça, c'est connu que ça se produit.
Dus hebben wij eigenlijk ons bloed natuurlijk ook laten testen. En bij ons was het allemaal normaal. En nu vraag ik me eigenlijk af, misschien is er in deze... Je demande parce que quand notre fille a été diagnostiquée, notre sang a semblé à être normal. Donc, peut-être, comme ce test est nouveau, si on fait ce test, on trouve peut-être encore quelque chose. Said before, but at the time when Esme was diagnosed, they tested normal. And they were wondering, is it useful for them to be retested? You are not going to have children, no? Si vous n'aurez pas plus d'enfants, ça pourrait être intéressant, mais j'aimerais voir les détails s'il y a une indication pour croire que ça pourrait être le cas. They also have a son. Mais ils ont un fils et peut-être ça serait intéressant pour lui, pour savoir, pour connaître la situation de ses parents dans le cas qu'il veut avoir des enfants. Si vous avez un mosaïque, votre enfant est affecté ou pas? On ne peut pas donner les deux cellules. Si on fait un enfant, on ne donne qu'une cellule. Donc ça devrait être... on ne sait pas tout, mais moi je crois qu'il n'y aura pas de risque. Une question sur le cœur. Vous avez dit que même si même s'il n'y a rien, pas de problème avec le cœur, il faut tester quand même. Moi, je trouve que oui, parce que j'ai vu des cas où il y a des veines qui ont été affectées après. Des veines vers le cerveau ou dans les reins. Et ça sera chaque année, chaque 2 années. Une fois par an, ça devrait être suffisant. Moi, j'ai 3 enfants. 2 enfants sont atteints par le syndrome de Jacobson. Zwei Kinder bei mir mit Jacobsen-Syndrom und also bei meinen Kindern in der Mitte ein Stück fehlt. Donc, mes enfants ont des lésions interstitielles. Est-ce que le risque est grand pour mon fils qui n'est pas atteint par Jacobson s'il aura des enfants normaux après? Si lui, il aura des enfants normaux. She has 3 kids. 2 of them have Jacobson with a middle deletion. Interstitial deletion. How high is the risk for her child, her son, to have children with Jacobson? Or will those children be healthy? I would like to see your files. J'aimerais avoir vos détails médicaux.
Est-ce que vous les avez apportés? Vous pouvez me les envoyer. She has already sent them 10 years ago. Elle les a envoyés il y a 10 ans. You know, investition division is more Dans une délétion interstitielle est plus rare. Là, on parle plus de Jacobson, il me semble. I must go and look into those files. Je vais regarder les données. Là, j'ai parlé de la délétion terminale, mais ça pourrait être intéressant de vérifier parce que un de vous doit avoir une prédisposition. With her, the genes in the middle, the interspatial genes have been Switched. Donc, la personne qui pose la question a une inversion des gènes au milieu. Elle aimerait bien, le professeur aimerait bien voir les données. Elle lui demande de lui contacter après. Thank you. Thank you very much.